Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du deuxième tour de l'élection présidentielle parce que c'est évidemment un moment capital dans la vie politique française. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'actualité, quand on regarde les grands médias, il y a quelque chose de choquant. On est dans une véritable croisade contre Marine Le Pen. On nous explique qu'il faut faire barrage, quoi qu'il arrive, à Marine Le Pen, barrage à l'extrême droite. Et on a un petit peu l'impression en réalité que des journalistes se transforment en militants politiques. Donc je voulais remettre un petit peu de raison là-dedans. Est-ce que le Front républicain est quelque chose de sensé? Et est-ce que, en réalité, quel est le plus extrémiste, si on peut dire, des deux candidats? Et quelle est notre consigne de vote pour ce dimanche 24 avril? Je pense, en fait, contrairement à tout ce que vous disent les grands médias, que pas une seule voix doit aller à Emmanuel Macron. C'est pas une seule voix pour Marine Le Pen, c'est pas une seule voix pour Emmanuel Macron. Et il y a beaucoup d'éléments qui permettent de dire ça, ou si on réfléchit de façon rationnelle. On peut prendre la dimension de la souveraineté, la dimension sociale, la dimension des libertés publiques et tout simplement la dimension de la probité politique et des conflits d'intérêts. Et vous allez voir que quand on va dans ces différentes thématiques, en réalité, le candidat le plus extrémiste, le candidat le plus dangereux, c'est bien Emmanuel Macron. Quand on va sur la question sociale, la première des choses qui me frappe, c'est qu'on a un candidat, Emmanuel Macron, qui propose la retraite à 65 ans et l'apprentissage à 12 ans. Moi, quand j'entends ça, je pense notamment aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et pas que, mais quand j'entends un tel discours d'une telle violence sociale, il n'y a pas une seule voix de gauche qui peut voter pour quelqu'un qui propose la retraite à 65 ans et l'apprentissage à 12 ans. Donc pas une seule voix pour Emmanuel Macron. On peut prendre aussi la question du pouvoir d'achat, qui a été un grand moteur dans cette élection présidentielle et dans les scores importants, notamment de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on va avoir, s'il y a un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, une violence d'un point de vue social et du pouvoir d'achat absolument terrible. On l'a d'ailleurs vu à plusieurs égards. Vous avez vu que des sanctions vis-à-vis du pétrole russe pourraient être prises par l'Union européenne, mais comme par hasard, ils attendent le deuxième tour de l'élection présidentielle parce que ça pourrait nuire à Emmanuel Macron. Évidemment, s'il y a des sanctions, vous allez avoir le prix de l'essence qui va augmenter, donc le pouvoir d'achat des Français qui va être rogné. Et on pourrait même aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose qui est passé inaperçu, que j'ai relevé. Vous savez, ils se vendent du fameux bouclier énergétique qu'ils ont mis en place, qui au passage va ruiner EDF au moment où on a le plus besoin. Plutôt que de baisser les taxes, ils ont décidé en fait de mettre au tapis EDF, donc formidable. Mais même cette mesure-là, elle risque d'être retoquée le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron par Bruxelles, qui, par complaisance, ne dit rien pour le moment, puisqu'on a vu en Espagne, il y a eu des mesures à peu près similaires de bouclier tarifaire sur le gaz, et Bruxelles est déjà en train de dire à l'Espagne qu'il va falloir changer ça, puisqu'ils considèrent que c'est la concurrence déloyale au sein du sacro-saint marché de l'Union européenne. En fait, en plafonnant les prix du gaz en Espagne, ils considèrent que ça a une concurrence déloyale des entreprises espagnoles vis-à-vis du reste des entreprises du marché de l'Union européenne. Et donc, ça va être retoqué. Donc, même ce bouclier tarifaire, qui est une stupidité en soi, il vaut mieux baisser la TVA, et bien ça risque d'être retoqué. Donc je peux vous dire que 5 ans de plus d'Emmanuel Macron, vous allez avoir une perte de pouvoir d'achat absolument colossale, une régression sociale inouïe de type ce qui s'est passé en Grèce suite au plan d'austérité. Vous allez avoir exactement la même chose en France. Vous allez avoir l'inflation qui va continuer du fait des prix de l'énergie, j'en ai parlé, mais aussi tout simplement du fait de la politique monétaire complètement folle de la BCE, avec une création monétaire, maintenant on est à plus de 8500 milliards au niveau du bilan de la Banque Centrale Européenne, une inflation qui va continuer, et ce sont les Français qui vont en payer le prix. Et là-dessus, au niveau du pouvoir d'achat, je m'adresse évidemment aux retraités qui, lors du premier tour, ont voté en masse pour Emmanuel Macron, de l'ordre, je crois, de 41%. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied.
si les retraités m'écoutent, puisque Emmanuel Macron vous fait la promesse, là, et là il enchaîne les promesses, là il sort le carnet de chèques pendant l'entre-deux tours, ça veut pas dire qu'il va le faire, mais il nous explique qu'il va réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, le même d'ailleurs qui avait désindexé les retraites de l'inflation. Et sauf que comme cette inflation va continuer, quand Emmanuel Macron vous dit ça, mais Bruxelles va évidemment retoquer, il ne va pas réindexer complètement les retraites sur l'inflation, donc les retraités vont être les premiers à se faire plumer au niveau du pouvoir d'achat. Donc c'est, d'un point de vue rationnel, si vous êtes retraité, c'est complètement stupide de voter pour Emmanuel Macron. Et ça, il faut l'avoir en tête, et je pense que chaque Français doit l'avoir en tête au moment de mettre son bulletin dans l'urne. Le 24 avril, on va assister à un saccage social majeur avec Emmanuel Macron, un saccage aussi des services publics, saccage d'EDF, j'en ai parlé, mais saccage aussi de l'hôpital public. C'est le même Emmanuel Macron qui nous explique qu'il a bien géré la crise, qui va s'occuper des soignants, des hôpitaux, etc. Je rappelle qu'en 2020, en pleine crise du Covid, Emmanuel Macron a fermé 5700 lits, c'est près de 18 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés sous tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, donc ne croyez pas toutes les promesses mensongères d'Emmanuel Macron, il ne passe son temps qu'à faire cela, on voit la réalité, et la réalité est bien différente de ce qu'il vous dit. Ça, c'est pour le volet social, un saccage majeur nous attend si Emmanuel Macron est réélu, donc je le répète, pas une seule voix pour Emmanuel Macron. Si on prend l'aspect de la souveraineté, vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet pour lequel je me suis engagé en politique, c'est aussi le sujet qui transcende génération Frexit, au-delà du clivage gauche-droite, c'est la question fondamentale de la souveraineté. Eh bien 50 plus d'Emmanuel Macron au niveau de la souveraineté, je ne vais pas vous faire un dessin en vous disant que ça va être une catastrophe innommable. C'est-à-dire qu'on parle ni plus ni moins que de la disparition de la France à tous les niveaux. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron profite déjà du conflit ukrainien pour pousser encore plus au fédéralisme de l'Union européenne. Il nous explique qu'il faudrait une armée de l'Union européenne. Et on voit voilà, le projet qu'il y a derrière quand on vous parle d'armée de l'Union européenne. Normalement, si les mots ont un sens, la souveraineté nationale est inscrite dans la Constitution française. Je rappelle aussi que normalement les armées, c'est quand même le cœur nucléaire de la souveraineté nationale. Bah, même ça, Emmanuel Macron, il veut le bazarder au profit de l'Union européenne. C'est pour ça que ça me fait doucement rire quand on parle de front républicain, la souveraineté nationale étant au cœur normalement de notre constitution. Quelqu'un comme Emmanuel Macron qui veut faire disparaître la France au profit de l'Union européenne, si les mots ont encore un sens, le candidat qui est anti-républicain, c'est Emmanuel Macron, et si front républicain il doit être contre Emmanuel Macron. Et ça va même plus loin, puisque là aussi, vous avez les macronistes sont dans un délire complet, en fait, dans l'entre-deux tours. Ils sont là en train de vous dire le projet caché raciste du Rassemblement National ou un Frexit qui serait caché au Rassemblement National. Malheureusement, ils ne le proposent pas, le Frexit. Je serais le premier à être ravi qu'ils le proposent, mais ils ne le proposent pas, donc c'est un mensonge déjà des macronistes. Mais surtout, ils ne parlent pas de leur projet caché. Il y a quand même Roland Lescure, de la Macronie, qui lui expliquait qu'il était parfaitement possible et plausible, à l'horizon 2030, que la France partage son siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne ou avec l'Union européenne, mais quand on parle aussi d'armée de l'Union européenne, le sous-jacent, c'est aussi le partage de la dissuasion nucléaire, de l'arme nucléaire française, avec l'Allemagne et avec l'Union européenne. Donc ce projet caché-là, les macronistes, ils n'en parlent pas et c'est ni plus ni moins que la perte définitive de la souveraineté de la France. Et c'est là où je veux vous avertir, parce que vient un moment, quand on perd tellement d'éléments de souveraineté, que ça devient de plus en plus difficile de la récupérer. C'est pour ça qu'il est fondamental de se mobiliser pour ce dimanche 24 avril et que pas une seule voix ne doit aller à Emmanuel Macron. Il en va là aussi de la souveraineté de la France et de la continuité tout simplement de la France. Si vous voulez que la France reste la France, là aussi, pas une seule voix pour Emmanuel Macron. Je parlais aussi des libertés publiques, et si on regarde les libertés publiques, pas une seule voix ne doit aller à Emmanuel Macron. Je vais quand même pas rappeler tout ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, c'est quand même
les borgneurs des Gilets jaunes. On a vu une violence inouïe, une répression inouïe des Gilets jaunes quand on ne vote pas pour les borgneurs. C'est-à-dire que pas une voix ne doit aller là non plus pour Emmanuel Macron. Au niveau des libertés publiques, ça a été un sketch total avec Emmanuel Macron qui, pendant la crise sanitaire, a gouverné par ordonnance avec un conseil de défense complètement obscur. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui va aller nous donner tous les verbatims des discussions censées être privées et conseil défense, notamment au niveau de l'Ukraine avec Vladimir Poutine, mais quand il s'agit de la santé des Français ou de la stratégie des sanitaires, là c'est silence radio, tout est sous scellé, on ne peut absolument rien voir, donc c'était absolument lunaire. Ça a été fait évidemment, quasiment tout a été fait avec un parlement, une assemblée nationale à la botte, comme j'ai dit par ordonnance, donc il y a eu un recul des libertés publiques absolument majeur avec une complicité du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, et ça a été un moment absolument lunaire et un recul des libertés publiques, avec notamment le pass sanitaire puis vaccinal complètement liberticide et discriminatoire. C'est pas une question d'être pour ou contre d'ailleurs la vaccination, c'est-à-dire que c'est une mesure qui est concrètement liberticide et qui divise les Français. Donc quand on entend derrière Emmanuel Macron qui vous dit qu'il veut rassembler, que ce serait le Rassemblement national qui va diviser les Français, c'est une blague. En fait, c'est lui qui a mis en place ce pass. Et ne vous y trompez pas, il avait fait une interview il y a quelques mois sur TF1. Si Emmanuel Macron est réélu, vous aurez évidemment un retour du pass sanitaire, pass vaccinal, probablement dès l'automne. Donc c'est une raison de plus, c'est un point de vue des libertés publiques, pas une seule voix ne doit aller à Emmanuel Macron. Et enfin, et c'est une question, comme vous le savez, qui m'est chère, c'est la question de la probité. Là, je vois qu'ils essayent de sortir une affaire sur Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas exempte d'affaires, mais on parle, je crois, de son histoire des assistants parlementaires européens. En gros, ce qu'ils font tous, c'est-à-dire que les assistants parlementaires européens, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais travaillent en grande partie justement pour les partis. C'est d'ailleurs là-dessus, je crois que François Bayrou aussi était accusé. Mais ça, en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'ils mettent ça en avant quand on sait la quantité d'affaires d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2017, nous disait qu'il allait avoir une république exemplaire. Mais en fait, la république d'Emmanuel Macron, quand on regarde dans le détail, c'est la république des copinages et des conflits d'intérêts permanents. Et il y a un nombre d'affaires absolument incalculable. Il y a évidemment l'affaire McKinsey dont on n'entend plus parler. Comme par hasard, depuis l'entrée dans le second tour, là, la propagande médiatique est lancée. McKinsey, ça n'existe plus. Je rappelle quand même que cette affaire McKinsey, c'est un véritable scandale. C'est d'une manière générale les cabinets de conseil, mais spécialement McKinsey. Pourquoi les cabinets de conseil au global, c'était quand même 1 milliard d'euros dépensés, c'est absolument colossal. Ce sont des sommes sans commune mesure avec l'histoire des costumes de François Fillon ou de sa femme assistante parlementaire. Rien à voir là aussi avec ce dont on nous parle pour Marine Le Pen. Donc des montants énormes au niveau des cabinets de conseil, c'est 1 milliard. Et le scandale, c'est évidemment pas seulement le recours aux cabinets de conseil. Ils essayent de noyer ça en disant ce n'est pas le premier gouvernement à utiliser les cabinets de conseil. Mais sauf que la grande différence, c'est que vous aviez une quinzaine de conseillers de McKinsey qui ont travaillé gratuitement à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, et donc évidemment qu'on peut y voir un retour d'ascenseur quand vous faites par ailleurs des missions bidons du type 500 000 euros pour organiser un colloque de l'éducation nationale qui n'a finalement pas lieu. On peut voir un retour d'ascenseur pour les utiliser pour des missions complètement bidons. Et il y a aussi évidemment le fait qu'ils ont fermé les yeux sur l'évasion fiscale de McKinsey qui n'a pas payé 1 euro d'impôt alors qu'ils faisaient des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, le conflit d'intérêts évidemment majeur. Il n'est pas normal, le parquet national financier s'est saisi, mais juste pour la question du non-paiement des impôts de McKinsey, ils devraient mettre normalement leur nez dans les liens et les conflits d'intérêts qu'il y a entre Emmanuel Macron et McKinsey, bien entendu. Ils ne le font pas. On peut revenir aussi au niveau des affaires sur l'affaire Alstom. Vous savez, je parlais de la souveraineté, là aussi, c'est lié. Emmanuel Macron va continuer la vente de nos fleurons. Une trahison, normalement, c'est de la haute trahison, ce qui s'est passé au niveau de l'affaire Alstom. Il a vendu ce fleuron aux Américains, une entreprise stratégique majeure, complètement responsable. Le député, d'ailleurs, Marlex, parlait de pacte de corruption. Là aussi, on attend toujours que le parquet national financier agisse. Donc Emmanuel Macron, autre casserole, c'est plus un président, c'est un collectionneur de casseroles en fait, Emmanuel Macron. Donc ça, il faut l'avoir en tête là aussi quand vous devrez voter le dimanche, pas une seule voix pour quelqu'un qui est autant dans le conflit d'intérêts, dans le copinage.
Quand je parle de copinage, un exemple marquant, j'ai été le premier, je crois, à le révéler, du moins de façon massive, c'est le scandale de l'Alphagate. Et ça va peut-être encore revenir sur la table parce que vous savez qu'il y a eu des gros problèmes d'envoi de profession de foi. Là aussi, il y a 20 minutes qui a essayé de soi-disant me débunker en disant non, mais en fait, c'est pas Alpha, c'est la société Sémaphore qui appartient au groupe Alpha, c'est pas eux qui gèrent l'envoi de profession de foi, donc c'est pas de leur faute, c'est la Poste qui le gère. Oui, enfin, à ce moment-là, ils sont payés pour rien faire, ils sont payés pour être inspecteurs des travaux finis. La question n'est pas que ce soit eux qui gèrent directement ou pas l'envoi, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'un cabinet de conseil payé quasiment 300 000 euros pour nous expliquer, pour évaluer s'ils font bien ce travail-là, un travail qui a été fait historiquement et mieux que ce que ça a été le cas au premier tour, géré par des fonctionnaires. Et bien entendu, 20 minutes a dit ça, mais au niveau des conflits d'intérêts, là, on n'en parle pas, parce que quel est le problème avec cette affaire Alpha? C'est que ce groupe Alpha est géré par Ferracci, c'est une famille dont le fils, en fait, de ce monsieur-là, a fait la campagne, là aussi, d'Emmanuel Macron, est un très proche d'Emmanuel Macron, c'est le cas de le dire, puisqu'il était carrément témoin de mariage d'Emmanuel Macron, et il a travaillé directement, il a été directement conseiller auprès de Pénicaud, et la femme de ce monsieur-là a été là aussi très bien placée dans la Macronie, donc c'est le conflit d'intérêts à tous les étages, on paye 300 000 euros pour faire l'inspecteur des travaux finis, pour dire ça a marché, ça n'a pas marché, en l'occurrence ça n'a pas marché, puisque ma femme n'a jamais reçu les professions de foi, moi j'ai reçu les professions de foi 2 jours avant, donc normalement peut-être que c'est pas eux qui envoient directement les professions de foi, mais quand on gère l'organisation, généralement on est responsable de quelque chose. Et si l'organisation a mal marché, ça veut dire qu'ils ont mal anticipé, qu'ils ont mal fait en plus leur boulot. Donc ça, c'est un scandale majeur, l'Alphagate. Bien entendu, on n'en parle pas. Évidemment, il y avait l'affaire Benalla, je ne vais pas revenir dessus, et il y a une affaire possible aussi qui a été diffusée, l'Algérie Gate, par le documentaire Off Investigation, qui explique que Macron aurait été financé par des bien placés proches du pouvoir en Algérie pour faire la repentance antinationale de la France vis-à-vis de l'Algérie. Donc vous pouvez voir, entre autres, ce documentaire. Donc comme je vous l'ai dit, des casseroles énormes pour Emmanuel Macron, on n'en parle pas. Donc si vous ne voulez pas les borgneurs à nouveau président de la République, si vous ne voulez pas des casseroles d'Emmanuel Macron, si vous ne voulez pas de la casse sociale qui arrive d'Emmanuel Macron, si vous ne voulez pas de la disparition de la France à cause d'Emmanuel Macron, ce qu'il faut faire dimanche 24 avril, c'est de ne pas donner une seule voix à Emmanuel Macron, c'est de voter contre Emmanuel Macron. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la diffuser massivement avant le deuxième tour de cette élection. Je vous invite, parce que c'est important là aussi pour le référencement, pour qu'elle circule, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la évidemment. Et puis si vous voulez aider Génération Frexit dans son combat pour la souveraineté, dans son combat pour obtenir ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, dans son combat aussi pour les élections législatives qui arrivent, d'union des souverainistes, n'hésitez pas. Adhérer à Génération Frexit, donner à Génération Frexit, vous pouvez le faire, il y a le lien qui est en description. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.